En France, TVL a démontré que l'on pouvait contourner les médias officiels de la propagande et du mensonge engraissés avec l'argent de vos impôts. En 2025, TVL va innover, s'adresser à de nouveaux publics. On se prépare à surprendre, à renouveler, à avoir de l'ambition, à faire toujours preuve d'audace. TVL prépare la chute de l'ancien monde médiatique. Alors aidez-nous à le faire vite et fort. Rejoignez par un simple don la communauté des amis de TVL, les amis de la liberté à tout prix. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Philippe Nemo. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Nemo, philosophe, spécialiste des idées politiques, et vous dirigez l'école professorale de Paris que vous avez fondée, et vous publiez cet ouvrage aux presses universitaires françaises de France, Repenser l'enseignement, à retrouver comme d'habitude sur la boutique en ligne de TVL. Alors peut-être pour commencer avec vous, Philippe Nemo, et parler enseignement, on peut commencer par s'intéresser au niveau des élèves français dans les classements internationaux. Où en sommes-nous ? Vous savez, les fameux classements PISA, où en 2023 on était 26e, très loin derrière évidemment les pays asiatiques, mais aussi très loin devant beaucoup de pays d'Europe. Et puis, dans le classement Teams, on est dernier. Le Teams, c'est pour les mathématiques. Et dans le classement... On est dernier ? Dernier. Dernier sur combien ? Alors, attendez, parce que ces tests sont passés tous les 3 ou 4 ans. Donc, il y en a un où on était dernier. D'accord. Et puis, pour le test Pearls, qui vérifie la compréhension de l'écrit, on était 32e. Voilà. Donc, ça... je sais pas, enfin c'est genre 80 pays, mais c'est tous les pays du monde, si vous voulez. Donc ce qui est frappant, c'est qu'on soit 32e parmi les pays les plus scolarisés depuis le plus longtemps au monde. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un sujet grave. Et puis d'ailleurs, il faut ajouter le classement des universités mondiales par Shanghai, où péniblement la France a quelques universités dans les 50 premiers. Mais après, il y a jusqu'à 1000 universités qui sont testées, et il y a 67 universités, je crois, en France, ou 70. Elles sont presque toutes dans le trou, au fond du trou. Donc tout ça est très, très vexant et très fâcheux. Alors, vous dites que si l'enseignement s'est dégradé à compter des années 60, en gros, c'est à cause de politiques conçues et mises en œuvre par des forces partisanes. Alors, c'est quoi l'idéologie de ces forces ? L'égalitarisme. Mais aussi, alors c'est pour ça que c'est une très longue histoire, si vous voulez. Je suis en train d'écrire un autre livre qui s'appellera, je dis le titre, parce que le titre est frappant en lui-même. Je l'ai appelé « L'éducation nationale, origine », au pluriel, virgule, apogée et déclin d'un concept. Car je crois que la France ne se sortira de cette mauvaise passe. Et par parenthèse, c'est pas une affaire de nostalgie pour l'école de papa, ou de confort, parce que mes petits enfants ont des plus ou moins bons professeurs. Tout ça joue un rôle, mais le plus important, c'est le destin du pays, tout simplement. Si vous avez, la France a été un des cerveaux du monde pendant très longtemps. Alors maintenant, elle est 30e. Bon, ça veut dire que le niveau, que la France ne produit plus tout le contingent de gens très bien éduqués qu'elle pourrait produire, parce qu'il y a tout un humus culturel, évidemment, il y a plein de familles très, très cultivées. Donc c'est vraiment l'école qui a fait baisser le niveau.
Et à propos de la baisse du niveau, je dis dans le livre que j'en ai une expérience très précise et que peu de gens peuvent avoir. C'est que pendant 33 ans, je pense, j'ai été au jury d'HEC et de l'ESCP pour les matières littéraires. L'ESCP, c'est l'École supérieure de commerce de Paris. Oui, c'est ça. Et il se trouve qu'elles appartiennent toutes les deux à la Chambre de commerce de Paris, donc elles ont des concours en commun. Et comme j'étais un des rares littéraires professeurs permanents dans ces écoles, j'étais chargé des épreuves littéraires. Alors il y avait des écrits et des oraux, mais pendant 30 ans j'ai vu à l'oral des candidats qu'on pouvait cuisiner. Oui, parce que si vous voulez, à l'oral, l'examinateur, s'il est un peu sadique, peut cuisiner. Si vous voulez. C'est pas votre cas. Non, pas du tout sadique, mais j'étais quand même très curieux, si vous voulez. Ouais. Vous vouliez évaluer. Si un élève, si on lui pose une question et puis qu'il répond à n'importe quoi, on a envie de voir s'il pense vraiment n'importe quoi. Bon, donc, et on a le droit de le faire, parce que le malheureux élève, il est bien obligé. De tester, ouais. Et alors, ce qui était effrayant avec mes collègues, c'est qu'on constatait d'année en année une baisse de niveau. Et les élèves savaient de moins en moins de choses. Alors évidemment, comme c'était un concours, on mettait des bonnes notes aux meilleurs, donc les meilleurs finissaient par rentrer dans les écoles. Mais enfin quand même, on avait des candidats titulaires des plus hauts diplômes, diplôme de Sciences Po, maîtrise de lettres, agrégation, hein, et on était absolument stupéfaits qu'ils ignorent toutes les choses que parfois des élèves de l'école primaire savaient jadis quand ils avaient réussi le certificat, si vous voulez. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ces histoires d'école, alors que c'est pas du tout ma spécialité. Moi, je suis spécialiste d'histoire des idées politiques et j'ai fait un certain nombre de travaux dans ce domaine-là. Mais cette expérience des jurys, si vous voulez, m'a mis face à un phénomène. Oui, au phénomène de l'écroulement du niveau. Voilà. Mais ces forces partisanes, alors leur idéologie. Alors, vous en parlez dans votre livre. Écoutez, tout ça relève de l'éducation nationale. Et le livre que je suis en train d'écrire fait l'histoire de cette notion d'éducation nationale. Alors tout le monde croit que c'est l'école de Jules Ferry, pas du tout. L'éducation nationale s'appelle ainsi depuis le second cartel des gauches de 1932. Hein. Et en effet, entre la Première Guerre mondiale et cette date, et le Front populaire, ce qui s'était passé, c'est que l'enseignement public, créé en effet pas seulement par Jules Ferry, mais c'était antérieurement à lui, hein, mais enfin bien développé par Jules Ferry avec les lois d'obligation, cet enseignement public a été pris par des forces socialistes et communistes. On a le droit d'être communiste et socialiste, c'est un bel idéal évidemment, hein, mais qui était absolument... Il y a le faux sur le plan scientifique, mais moralement c'est digne, si vous voulez. Hein, c'est des gens qui pensaient que tout allait mal, qu'il y avait plein de misère et qu'il fallait faire une révolution pour changer la société. Et il prenait la suite de certains actes faits pendant la Révolution française par les Jacobins. Vous savez que Robespierre a fait voter par la Convention le plan de Lepelletier de Saint-Fargeau qui voulait mettre tous les enfants de France dans des camps de 5 à 12 ans. Où d'ailleurs on apprendrait à lire et à écrire à un très petit nombre d'entre eux, parce que l'essentiel c'était de forger un homme nouveau. Il fallait régénérer un peuple dégradé par l'ancien régime. Et si on changeait le peuple en ayant la main sur toute la... Alors, évidemment, cette idée impliquait le monopole, puisque ça sert à rien de régénérer le peuple si vous avez toujours des poisons qui se reproduisent par ailleurs. Et dans les années 1920-1930, ces mêmes forces politiques ont repris ce modèle. Et du coup, comme les instituteurs étaient de loin majoritaires, hein, ils étaient 80% des enseignants vers 1920 justement, mais ils étaient encore 65% en 1960. Hein. Donc dans les forces syndicales qui sont à l'éducation nationale, c'est toujours l'instituteur qui donnait le là, si vous voulez. Hein. Au sein de la fameuse FEN, la Fédération d'éducation nationale, le syndicat principal c'était le SNI, Syndicat national des instituteurs. Et alors ces gens-là ont changé l'école autant qu'ils ont pu. Et ils se sont en plus affranchis des divers gouvernements. Mais c'était une sorte d'État dans l'État, en fait, ce qu'ils ont fait avec l'éducation nationale. C'était une église dans l'État. Ouais. Hein. C'est pour ça que l'histoire est très longue à raconter. Si vous voulez, pendant des siècles, vous avez eu en Europe
l'Europe était chrétienne. Bon, et le pouvoir spirituel est détenu par l'Église, qui ne détenait pas le pouvoir temporel, sauf dans quelques régions de l'Empire germanique, et sauf évidemment dans les États du centre de l'Italie qui appartenaient au pape. Mais sinon, l'Église avait un pouvoir spirituel. Or, quand on parle d'école, on met en jeu des réalités spirituelles, puisqu'on enseigne à chaque génération qui arrive ce qui est vrai, ce qui est bien et ce qui est beau. Mais qui est-ce qui sait ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est beau? Les gens qui sont spécialistes de ça. Hein. Alors, c'est un pouvoir spirituel. Et oui, il faut une vérité révélée. Alors, en l'occurrence, qu'on sache ce qui est vrai et beau. Attendez, là on peut en discuter, mais en tout cas, pendant des siècles, tout le monde a cru, l'Église la première, qu'elle était seule à savoir ce qui était vrai, beau et bien. D'ailleurs, elle avait reçu l'Esprit à la Pentecôte. Hein. Donc, elle était le pouvoir spirituel. Et puis, les États, les seigneuries féodales, les villes, eux, pour toutes les écoles et les universités, quand elles sont apparues au XIIe siècle, au XIIe, XIIIe, géraient l'intendance, si vous voulez. Hein. Donc, il y avait un partage entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Et géraient d'ailleurs aussi la police, parce que les règlements internes pour éviter les bagarres, hein. Ça, c'était l'affaire des puissances temporelles. Mais pour ce qui est de ce qu'on enseigne, et pour décerner les grades de maître, de docteur, il fallait l'autorisation de l'Église. D'ailleurs, la licence, ce qu'on appelle la licence aujourd'hui, qui est un diplôme d'enseignement, hein, ça vient de licenciat docendi, autorisation d'enseigner, qui est ce que l'évêque donnait à Paris comme autorisation aux maîtres d'école qui étaient trop nombreux pour être sur l'île de la Cité et qui commençaient à aller s'installer au quartier latin. Hein. Mais ils ne pouvaient le faire qu'en ayant l'autorisation d'enseigner donnée par l'évêque. Et d'ailleurs, encore une petite anecdote, mais c'est une chose amusante. Vous savez que le lycée Henri IV occupe les locaux de l'ancienne abbaye de Sainte-Geneviève. Eh bien, les gens qui font visiter le lycée Henri IV sont très fiers de montrer la salle où le chancelier de l'abbaye de Sainte-Geneviève décernait les grades. Parce qu'on était en dehors il était indépendant de l'évêque de Paris, si vous voulez. Donc c'était l'Église. Et puis, voilà qu'au XVIIIe siècle, le progrès des sciences a rendu un peu problématique et même dangereux qu'on enseigne aux enfants et aux jeunes que le catéchisme, et puis le latin, le grec, à faire des vers latins, à faire des thèmes latins, et qu'on néglige la nouvelle science qui était apparue depuis Descartes, Galilée, tout ce que vous voulez, et qui s'était développée beaucoup au XVIIIe siècle. Alors à ce moment-là, vous avez des gens qui ont dit il faut il faut mettre fin au monopole que l'Église a sur l'éducation de la jeunesse. Mais ils n'avaient pas trop d'idées par quoi les remplacer. Il fallait exclure les religieux réguliers, comme les jésuites ou les oratoriens. Mais ils n'étaient pas contre, ils n'étaient pas anticléricaux du tout. Mais ils voulaient qu'on enseigne les sciences, l'histoire, la géographie. Et là-dessus est arrivée la Révolution française. Et les Jacobins, dont on parlait à l'instant, ont voulu créer une école monopolistique d'État sur le modèle spartiate. D'ailleurs, le père de Saint-Fargeau était un admirateur de Sparte. Et puis, les Jacobins ont échoué, comme vous savez, sur le moment même, et les Thermidoriens, la première chose qu'ils ont faite dans la Constitution de l'an 3, c'est d'affirmer la liberté de l'enseignement dans la Constitution. Puis là-dessus, le désordre de la Révolution continue, et arrive Napoléon qui siffle la fin de la récréation, si vous voulez, et qui institue, lui, le monopole de l'Université de France, l'université impériale, ancêtre de l'actuelle éducation nationale. Voilà, donc cette longue histoire se poursuit. Oui, alors, il faut aussi qu'on parle du collège unique sur lequel vous tirez à boulet rouge, parce que vous dites que c'est les raisons de l'échec de notre système éducatif. Oui, parce que si vous voulez, ces forces partisanes ayant pris le pouvoir, alors là aussi c'est une histoire très, très passionnante à explorer. Vous avez, entre les deux guerres, vous aviez une théorie corporative. Hein, donc l'idée c'était que l'État était un État bourgeois illégitime, parce qu'il représente les intérêts de la classe bourgeoise, et donc si on veut libérer émanciper le peuple, il faut que l'éducation échappe au gouvernement, tout simplement. Même si le gouvernement est démocratiquement élu, mais c'est les socialistes et les communistes en tout cas n'ont jamais cru aux libres élections, hein, puisque le peuple est aliéné. Hein. Donc il fallait que les différents ministères s'autogèrent. Il y a toute une notion de gestion tripartite. Bon, alors après la guerre, comme ça avait été le corporatisme avait été la doctrine de Mussolini et de Vichy, il était un peu passé de mode après la guerre, si vous voulez, mais il en est resté la cogestion.
Et vous avez un ministère, c'est-à-dire pas le seul, mais c'est celui où c'est le plus grave, où les affaires administratives sont co-gérées par les syndicats et par le gouvernement. Et quand on dit co-gérer, c'est un mot trompeur, parce que vous avez une table avec d'un côté les syndicalistes et de l'autre les représentants du ministère. Mais si les représentants du ministère sont eux-mêmes syndiqués, pour la plupart dans les mêmes syndicats, vous n'avez pas de co-gestion, vous avez une unigestion. Et comme ces gens ont une idéologie égalitariste, c'est eux qui ont conçu et exécuté toutes les réformes scolaires depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, qui ont abouti à la situation actuelle que comme vous le savez, Jean-Paul Brigelli a appelé la fabrique du crétin. Ouais, on a reçu pour son ouvrage. Voilà, pour ses ouvrages. Parce Exactement. Bon. Donc, si vous voulez, ce sont des choix. Alors, il a fallu faire le collège unique, enfin l'école unique. Hein, mais c'est des choix qui sont faits dans quelle orientation? Il y a une volonté de nuire réelle. Non, pas de nuire. Mais de fabriquer des crétins. Non, non, pas du tout. Je vous dis que c'était un noble idéal. Hein. Donc, pour eux, l'homme idéal devient un crétin. Non, mais c'est ce qu'ils appellent un effet pervers. Hein. De la même façon qu'ils ont voulu réduire les inégalités par le collège unique, alors qu'ils ont abouti à les augmenter. Hein. C'est encore un effet pervers. Ouais. Mais évidemment, ils n'ont pas voulu fabriquer des crétins. Ils ont, si c'est passé, mais ils constatent bien, eux, les pédagogistes qui ont mis en place cette idéologie, que le niveau s'écroule ou pas? Ils le nient. Oui, ils le nient. Ils sont dans le déni, quoi. Vous avez le fameux livre des disciples de Bourdieu qui s'appelle Baudelot et Establé, ils avaient écrit un livre qui s'appelle Le niveau monte. Avec l'idée que l'idée que le niveau baisse est une vieille idée de vieux. Je m'en souviens très bien, parce que mais c'était un déni qu'on pouvait encore faire à l'époque, mais parce que précisément, par parenthèse, il n'y avait pas encore les classements PISA et Teams et Peers. Là, si vous voulez, ça a joué un rôle, la mondialisation a joué un petit rôle positif, parce qu'il n'a plus été possible de faire régner l'omerta, si vous voulez. Hein. À partir du moment où la France est 30e dans les classements, derrière les pays les plus surprenants, voilà, plus personne ne peut nier qu'il y a un problème. Mais je vous explique pourquoi ça fabrique des crétins. Si vous avez le collège unique, c'est l'idée qu'on met tous les élèves ensemble, sans sélection, sans orientation. Bien. Peu importe le niveau. Peu importe le niveau. Et non seulement peu importe le niveau, mais on se réjouit que les classes soient hétérogènes. Oui, pas de discrimination. Oui, et si vous voulez, si vous faites une sélection, vous aboutissez à des classes homogènes, puisque tous les élèves qui rentrent en début d'année ont passé des examens auparavant, et c'est la preuve qu'ils n'ont pas tous d'ailleurs exactement le même niveau, mais ils ont à peu près le même niveau. Mais bon, si vous voulez supprimer les filières, vous avez forcément des classes avec des gens de niveaux différents, et on appelle ça classes hétérogènes. Alors, avec ces classes hétérogènes, en fait, on ne peut pas faire véritablement cours. Parce que ce qu'on appelle traditionnellement un cours, c'est un propos rationnel. Il y en a qui s'ennuient, il y en a d'autres qui comprennent rien. Il y en a 3 qui pigent parfaitement, il y en a 3 autres qui pigent à moitié, il y en a 3 autres qui s'ennuient, il y en a 3 autres qui se révoltent. Hein, et donc on peut pas faire vivre ces classes hétérogènes avec le cours didactique traditionnel. Je précise ce point, c'est la notion même de programme et de cours. Vous avez un programme de la 6e au bac, dans chaque discipline, et pour chaque année, vous avez un programme précis qui présente en histoire, vous avez des périodes, en mathématiques, vous avez les questions du premier degré, puis du deuxième degré, enfin, qui se suit rationnellement. Et normalement, des professeurs compétents enseignent cela à des gens qui sont capables de le comprendre. Et du coup, tout le monde progresse d'année en année, enfin de mois en mois et d'année en année. Avec des classes hétérogènes, c'est impossible. Donc, parce que si vous le faites avec des classes hétérogènes, si vous continuez la même pédagogie traditionnelle avec les classes hétérogènes, vous allez aboutir à une double catastrophe. Premièrement, c'est toujours les mêmes qui vont comprendre. Mais deuxièmement, comme tout le monde aura été dans la même école, ceux qui ne réussiront pas n'auront pas l'excuse d'avoir été dans des écoles de moins bonne qualité. Autrement dit, la hiérarchie sociale, si tant est qu'elle dépende vraiment des diplômes qu'on obtient, hein, elle dépend d'une grande façon, non seulement ne sera pas changée, mais elle sera justifiée. Ce qui est une double catastrophe pour les réformateurs. Alors Philippe Nemo, j'aimerais qu'on avance. En 2017, vous avez publié un livre collectif sur ce que pourrait
être ce que vous appelez le lycée idéal du XXIe siècle. Alors, qu'est-ce que vous, les contours de ce lycée idéal, ça serait quoi? Non, d'abord, lycée idéal, ça veut dire... C'est entre guillemets. Oui, mais il y a une raison précise. C'est que dans ce livre, on fait le plan de ce que devrait être le lycée. Et on ne s'inquiète pas de la question de savoir si c'est possible ou pas possible, si c'est politiquement acceptable ou pas acceptable. C'est utopiste, on va dire. Oui, j'aime pas le mot utopie. Parce que je vous provoque. C'est pour ça que c'est un idéal. Ouais, voilà. Bon. Et deuxièmement, lycée idéal, ça ne veut pas dire l'enseignement secondaire idéal. Parce qu'il faut distinguer justement dans l'enseignement secondaire plusieurs filières. Tous les pays qui sont nos voisins ont un secondaire. Si vous voulez, maintenant, tout le monde va à l'école au moins jusqu'à 16 ans, et très, très souvent plus, et personne n'est relégué dans des écoles de troisième zone. Tout le monde va à l'école primaire et tout le monde va dans une école secondaire. Mais pas dans une école secondaire unique. Il y a des filières, il y a même des groupes de niveau en Suisse. Les fameux groupes de niveau qu'on a voulu faire en France, ça existe en Suisse. Mais surtout, c'est des filières. Les unes sont axées sur des disciplines scientifiques abstraites, et donc si on suit cette filière jusqu'au bout, on va à l'université. Et d'autres sont axées sur un mélange de savoir abstrait et de savoir concret, professionnel ou technique. Donc, si vous voulez, le lycée idéal, c'était seulement pour la filière en question, pour la filière qui prépare aux universités et qui est indispensable si on veut avoir ensuite des universités de haut niveau, si on veut avoir des prix Nobel, si on veut avoir des experts, si on veut avoir des juges qui comprennent quelque chose, alors que moi j'ai connu des juges actuels qui sont de vrais illettrés, hein, c'est absolument incroyable. C'est terrible d'être jugé qui sont par des de la magistrature, non? Je fais allusion au tribunal administratif. C'est terrible d'être jugé par des juges impartiaux, par des juges partiaux. Ouais. Mais c'est encore pire d'être jugé par des juges, par des crétins, si vous voulez. Parce qu'à ce moment-là, il y a aucun moyen de s'entendre, de se défendre. Oui, c'est ça. Oui. Mais ceci est une parenthèse. Si vous voulez, vous avez dans. Mais parlez-nous des programmes, Philippe Nemo. Vous dites les programmes pourraient être à validité permanente. Il faut remettre d'urgence en place certains programmes. Ben oui, il faut étudier l'histoire, il faut étudier la littérature, il faut étudier la géographie, il faut étudier les mathématiques, il faut étudier la physique. Vous dites qu'il faut partir d'un enseignement littéraire pour correctement interpréter les chiffres. Non, attendez, je vais vous dire, c'est pas qu'il faut partir d'un enseignement littéraire, c'est que la grande idée du secondaire qui a été détruite par nos amis les pédagogistes, ça remonte à l'Antiquité. Ça s'appelait le trivium et le quadrivium. Le trivium, c'est les lettres, grammaire, rhétorique, et dialectique. Et le quadrivium, c'est les sciences, arithmétique, géométrie, musique, c'est-à-dire physique, et astronomie. Bon, lettres et sciences. Et à la fin de l'Antiquité païenne, dans toutes les écoles, on enseignait tout ça. Alors, pas toujours toutes les disciplines du quadrivium, enfin, rentrons pas dans les détails. Et quand les invasions barbares ont détruit la civilisation romaine, en fait, il se trouve que l'Église, de manière prophétique, a repris à son compte l'enseignement des arts libéraux. Grâce à saint Augustin, qui dans un livre qui s'appelle le De Doctrina Christiana, avait dit, mais enfin, le christianisme est une religion du livre, donc les clercs qui vont prêcher cette religion doivent savoir lire. Et pas seulement lire, mais bien comprendre la Bible, apprendre de l'hébreu, apprendre du grec, être conscient des problèmes de traduction, être conscient des problèmes de rhétorique. Et puis ils doivent connaître aussi, parce que la Bible parle de plein de pays, donc il faut connaître la géographie, puis la Bible parle de plein de peuples qui ont existé, donc il faut connaître l'histoire. Donc avant d'enseigner la théologie aux jeunes moines ou aux jeunes futurs prêtres, puisque saint Augustin était évêque, donc il avait des jeunes autour de lui, hein, avant de leur apprendre la théologie, il faut leur apprendre les arts libéraux. Et quand ensuite, donc pendant des siècles, c'est les écoles ecclésiastiques qui ont enseigné les arts libéraux comme propédeutique à la vie spirituelle. Et puis quand les universités sont créées au XIIe, XIIIe siècle, il y a eu des facultés des arts. Hein. Facultés des arts, c'est celle où on apprend ces arts libéraux, et elles précédaient les facultés supérieures de théologie, de droit canon, ou de droit romain, ou de médecine. Et donc ce sont ces facultés des arts qui sont l'ancêtre de notre enseignement secondaire. Alors, je réponds à votre question, excusez-moi d'avoir fait un détour. Dans cette tradition, cette vieille tradition, hein,
l'étude du trivium et du quadrivium n'est pas une spécialisation. Il faut apprendre les deux. Ce sont les deux hémisphères du cerveau, si vous voulez. Hein. On ne peut pas faire des lettres sans s'accoutumer au raisonnement rigoureux des mathématiques. Et inversement, on ne peut pas faire de mathématiques sans avoir le sens du complexe qu'on acquiert par les études littéraires. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces matières, sciences, informatique, anglais, économie? Mais elles sont excellentes, mais simplement elles ne doivent pas remplacer le trivium et le quadrivium. Voilà, c'est ça. Vous avez c'est toujours pareil, vous avez des enthousiastes de la modernité qui disent, enfin, toutes ces vieilles choses, le thème latin, tout ça, envoyons ça promener, puis remplaçons ça par des cours d'informatique et de coding. On comprendra en tout cas ce qu'est votre lycée idéal en lisant votre ouvrage, Philippe Nemo, mais vous dites que ce lycée idéal ne pourra jamais être pensé, réalisé dans les structures actuelles de l'éducation nationale. Donc vous rêvez de faire sauter l'éducation nationale? Non, enfin, oui et non. Vous pouvez dire oui. Hein. Mais non, parce que je veux faire sauter. Il n'est pas question de faire. La catastrophe est déjà assez grande, on ne va pas en plus créer un. Vous n'êtes pas pour la tabula rasa? Non. Mais je suis pour des corrections raisonnables. Et comme je vous ai dit que l'éducation nationale, sous sa forme actuelle, n'est pas du tout ancienne, ça date des années 20-30. Il suffit de revenir à des formules plus rationnelles où il puisse y avoir, où précisément cette emprise de certaines idéologies sur les politiques scolaires ne puisse pas avoir lieu. Et de ce point de vue-là, je suis en train d'étudier les systèmes scolaires de nos voisins, dont aucun n'a l'éducation nationale. Les systèmes peuvent être publics, ou privés sous contrat, ou privés avec subvention. Ils peuvent être nationaux ou locaux, comme les cantons suisses ou les Länder allemands. C'est plus libéral chez nos voisins, alors. Attendez, et ils peuvent être aussi, ils peuvent avoir une idéologie égalitariste ou pas égalitariste. Alors, ceux qui réussissent dans les classements PISA, comme par hasard, c'est des pays où il n'y a pas l'éducation, quelque chose d'équivalent à l'éducation nationale française. Oui, pas de monopole. Il peut y avoir, ça peut être entièrement public. Par exemple, Singapour, qui est en tête, c'est une école entièrement publique, mais dans un petit pays de 5 millions d'habitants, qui est une ville, en fait, et où règne l'idéologie de la compétition, justement, et la reconnaissance des différences d'aspiration et de talent. Donc, il y a aucun... c'est public, mais il n'y a pas de collège unique. Et puis, vous avez des cas comme la Suède, très intéressants, ou comme l'Amérique, où vous avez des écoles libres subventionnées par l'État. Hein. Les charter schools aux États-Unis, qui sont une grande réussite, et qui scolarisent 7% des étudiants américains, des élèves américains. Et les écoles indépendantes suédoises, j'y suis allé, je les ai vues, ça fonctionne, ce sera un peu long à raconter, mais si vous voulez, et la Suisse évidemment, où vous avez 26 cantons et qui se regardent, donc s'il y en a un qui fait une bêtise, les autres vont pas l'imiter. S'il y en a un qui fait un truc formidable, les autres vont l'imiter, si vous voulez. Mais il n'y a pas cette décision irrévocable, prise d'en haut, une bonne fois pour toutes. Oui, elles ont une autonomie les unes par rapport aux autres. Oui, il y a un pluralisme. Et de la concurrence, du coup. Civilisé, ouais, bien sûr. Feutré, mais bien réel. Parce que quand vous avez 26 cantons, si vous n'êtes pas content de l'école du canton, il vous suffit de déménager de quelques kilomètres pour aller habiter ailleurs. Philippe Nemo, votre ouvrage s'appelle « Repenser l'enseignement aux presses universitaires de France » à retrouver sur la boutique en ligne de TVL. Merci, monsieur. Merci.